Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui, on parle de l'AMUP. Qu'est-ce que c'est? On va tout vous expliquer. L'accompagnement de personnes cabossées, éloignées de l'emploi, réintégrées sur le marché du travail. On va faire le point avec Valérie Leray. Elle est justement la déléguée générale de l'AMUP. Elle est notre invitée. Le livre de Smart Job. Vous êtes tous sur LinkedIn. Lisez ce livre. LinkedIn booste ta visibilité avec Doris Naon. Elle nous expliquera tout, à la fois son parcours et son engagement sur LinkedIn. Le tuto de la Queen des punchlines édité chez Vuibert. Elle est notre invitée. Le cercle RH et les experts de Smart Job. On parlera de la loi travail, la loi plein emploi. On parlera aussi des pénuries de main-d'œuvre dans le nucléaire. On fera le point sur ce sujet. Et puis on terminera en évoquant le paiement du salaire à la demande, le salaire fractionné, un petit peu comme les tâcherons. Vous vous souvenez, au début du siècle, on en parlera avec nos experts. Et pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi avec un avocat, justement, pour ne pas traiter le sujet du dialogue social autour de l'enjeu politique, mais autour des enjeux juridiques. Et on accueillera Antoine Vivant, avocat à la Cour, spécialiste en droit du travail. Il dirige le cabinet Vivant Avocat. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler justement de ceux qui sont éloignés de l'emploi pour mille et une raisons et qui ont d'énormes difficultés à pouvoir reprendre tout simplement le chemin du travail et plus largement le chemin de leur confiance. On en parle avec Valérie Leray. Bonjour Valérie. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir. Vous êtes déléguée générale de l'AMUP. D'abord, quelques mots sur l'AMUP et sur les AMUPiens, c'est comme ça que vous les appelez, oui. Cette communauté de ceux que vous intégrez. C'est quoi l'AMUP ? Alors l'AMUP, c'est un acronyme pour 4 lettres, Assure-moi un projet. C'est le nom de l'association, loi 1901. Et en fait, ce sont 4 lettres d'une promesse, d'une belle promesse avec des candidats, auprès de candidats et auprès d'entreprises. Auprès de candidats, c'est les accompagner, leur proposer une immersion professionnelle, accompagnée, sécurisée vers le retour à l'emploi. Et puis pour les employeurs, c'est leur proposer aussi de concrétiser un projet de recrutement inclusif, un projet de recrutement avec de la diversité pour transformer leurs enjeux RSE en projets concrets dans leur entreprise. Pour être concret, les personnes, femmes et hommes que vous intégrez et que vous accompagnez, parce qu'il y a tout un travail d'accompagnement, c'est quel profil? En préparant l'émission, j'étais un peu focus sur l'idée que c'était des SDF. Vous me dites, il y en a bien sûr des personnes à la rue, mais on peut être cassé de 1000 manières. Oui. C'est pas que des profils de personnes à la rue. Oui. C'est des personnes cabossées, comme vous les appelez. Voilà. Ce sont des personnes, alors, que l'on appelle des personnes qui sont éloignées de l'emploi. En fait, on peut être éloigné de l'emploi dès 6 mois d'inactivité professionnelle. Quand, par exemple, on a accueilli une AMUPienne dans la première promotion, elle avait travaillé 27 ans dans une entreprise et pas une seule formation continue, mobilité professionnelle. Et donc, elle s'est retrouvée du jour au lendemain, l'entreprise fermant les portes. Au chômage. Au chômage. Totalement démunie. Surtout, mais je fais quoi maintenant ? Et mon métier n'existe plus. Je n'ai plus les compétences qui me permettent de m'inscrire dans la durée. Et donc, je fais quoi ? Il y a aussi des personnes qui sont cabossées par la vie professionnelle, qui ont eu des expériences douloureuses. Avec un manager, avec un manager, une organisation, des situations trop lourdes à porter et qui ont besoin de se réconcilier avec le travail. Et puis, il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas la culture professionnelle française parce qu'ils ont été diplômés hors UE et qui arrivent sans réseau, sans code de l'entreprise et qui doivent tout apprendre, mais apprendre tout d'un coup, c'est difficile. Et finalement, il faut être accompagné. Ça permet aussi d'avoir accès plus rapidement à ces codes. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a vraiment un travail, évidemment, d'accompagnement, de remise en confiance, de formation hard skills. Et puis ensuite, il faut trouver des débouchés. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez eu face à vous des gens qui ont tendu la main à l'AMUP et qu'on dit, nous, banco. Je pense à SPV, je pense à des compagnies d'assurance, parce qu'évidemment, ça a SME. Je crois qu'à l'origine, c'est SPV qui démarre l'initiative. Alors, c'est un projet de SPV avec un collectif de courtiers de proximité, des courtiers intermédiaires, et qui ont souhaité faire un projet d'attractivité et d'inclusion, parce qu'ils avaient des difficultés de recrutement. Et donc, c'est ça l'AMUP, c'est animer un collectif d'employeurs engagés
qui sont engagés pour la diversité, pour le recrutement inclusif, parce qu'en fait, il y a des personnes qui cherchent un poste et qui peuvent apprendre ce poste-là sur le boulot, directement sur l'activité. Et puis, on anime un collectif de candidats qui a besoin d'accéder à l'emploi. Et pour beaucoup, finalement, avoir une immersion et une formation, ça leur permet de reprendre confiance, d'avoir des armes pour rentrer dans ce secteur-là. On peut aussi rentrer dans ce secteur sans formation longue. Mais c'est un métier réglementé. Et donc, en outillant nos candidats et en leur faisant faire un parcours un petit peu long, certifiant, on leur permet aussi d'avoir à terme une mobilité professionnelle, une mobilité géographique, une connaissance des enjeux et de leur place. Double question sur le plan humain. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos amupiens parce que j'ai cru comprendre que certains vous disaient, mais très clairement, vous m'avez sauvé la vie. Alors, c'est vrai, c'est très émouvant d'en parler. Là, ce soir, on prépare aussi une réunion avec nos amupiens et on va se retrouver. Et c'est à chaque fois des moments très forts, très émouvants, parce que donc, ils ont vécu un dispositif. Quand ils sont au cœur du dispositif, c'est difficile. Donc, on les accompagne, on les rebooste, on les remotive, on est à côté d'eux. C'est plutôt de l'accompagnement un petit peu au quotidien parce qu'on sait les épreuves, l'intensité du travail, la remise en question qui est difficile. Il faut rouvrir les cahiers, il faut travailler. C'est pas simple. Travailler. Alors, pendant 4 mois, c'est vraiment très intense. Et puis, après, c'est j'ai un job. Et donc, parfois, en général... de temps en temps, on leur demande des petites news, mais ils ont besoin aussi de se faire leur cercle, leur place dans l'organisation, de repérer leurs managers, leurs équipes. Et puis parfois, on les revoit au bout du 2e job, 3e job, en disant « Est-ce que je vais faire le même job ? Est-ce que, Valérie, vous avez des contacts avec des employeurs ?» Alors nous, on pense qu'ils sont outillés. Mais il faut de temps en temps leur redonner un petit coup de boost et on est vraiment super content de les accueillir dans ce réseau. La deuxième question, c'est lorsqu'ils partent en formation, et je pense que certaines entreprises se disent mais c'est extraordinaire parce que là ça touche les courtiers et les réseaux d'assurance, mais ça peut toucher toutes les autres entreprises qui décideraient de s'engager. Vous leur garantissez dès le départ, en début de formation, qu'ils vont avoir un emploi parce que ça donne aussi confiance, ou vous leur dites on va attendre de voir ce que tu donnes sur les 4 mois parce que c'est pas du tout le même rapport à la formation. Alors c'est vrai, il y a plein d'idées derrière ça. En fait, nous, on ne peut pas faire cette promesse-là à des candidats. Parce que c'est un processus dans lequel ils sont co-acteurs. On est co-responsable de ce processus. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver aussi la part que l'on va donner, la part qu'ils vont recevoir, la part qu'ils vont transformer tout de suite. Donc, on ne fait jamais ce type de promesse à des candidats. Par contre, on leur propose d'être là et même si ça ne marche pas, de continuer à être là s'ils en ont besoin. Parce que parfois, ils se disent j'en ai plus besoin ou j'ai besoin d'autre chose. Ou parfois, c'est plus long. Et parfois, c'est plus long. Et donc, le parcours, c'est en général 4 mois, mais il y a des personnes qui mettent une session plus un semestre. Et donc, ils reviennent à une 2e session. Et puis là, les job dating marchent. Et donc ça c'est un grand soulagement et on fait la fête. C'est génial. Bonne fête ce soir parce que vous allez vous retrouver avec les amupiens. Tu as entre 16 et 55 ans, tu as de l'ambition, tu es motivé avec un E en écriture inclusive. Viens découvrir le monde de l'assurance et du courtage. Ça, c'est l'AMUP. Et ça, c'est ce que vous portez depuis combien de temps maintenant ? Alors, 2018, la première promotion. 250 personnes accompagnées. La moyenne d'âge de 34,7 années. Jeune. Voilà. Donc, il y a des personnes qui ont 18-19 ans qui arrivent et notre senior a 62 ans. Et donc, on adresse les problématiques. Vous aviez anticipé la réforme des retraites, vous mais ce sont des candidats qui ont besoin aussi de s'ouvrir et ils vont être très fidèles dans l'organisation parce qu'ils ont aussi à travailler sur leur fin de carrière. Ils ne vont pas changer tous les 2 ans. Et ils sont là et ils ont envie d'apprendre et de découvrir les perspectives du métier de l'assurance. Merci Valérie Leray d'être venue nous transmettre votre passion parce que c'est un métier de passion et vous êtes totalement engagée aux côtés des amupiens. Merci d'être venue nous rendre visite, déléguée générale de l'AMUP. Et non, l'AMUP ou l'AMUP ? Alors, nous, on prononce AMUP parce qu'il y a ce côté up de... Voilà. Jeu de mots, ok. Voilà. Vous avez mêlé l'anglais et le français. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On tourne une page. Vous êtes sur les réseaux LinkedIn. Tout le monde est sur les réseaux LinkedIn. Un livre LinkedIn booste ta visibilité. C'est vrai qu'on a tous besoin de tips, de conseils. Comment je fais pour exister sur LinkedIn ? Eh bien, on en parle justement avec l'auteur Doris Naon. Elle est notre invitée.
Le livre de Smart Job. Vous êtes sur LinkedIn. On est des millions à être sur LinkedIn. Lisez ce livre. LinkedIn booste ta visibilité. C'est un livre pratique, très concret, écrit par Dorit Naon. Elle est avec nous sur le plateau. Les tutos de la Queen des punchlines, 38 millions de vues en un an. C'est sorti chez Vuibert le 3 mai dernier. Vous êtes une personnalité, et vous le racontez dès le début du livre. Globalement, vous êtes demandeuse d'emploi. Vous êtes en galère, vous envoyez sur les job boards, on ne vous répond pas ou on vous répond non, et soudain, le monde s'ouvre, la mer s'est ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous ce moment-là, au moment où votre vie va basculer. Bonjour Arnaud, déjà je suis super contente d'être avec vous. Alors effectivement, je galérais totalement à trouver un job via Indeed, Pôle emploi et toutes les plateformes, mail de refus automatique sur mail de refus automatique. J'arrive sur LinkedIn, je me dis que je vais être 100% moi-même, authentique. Au début, ça vous plaît pas trop, hein? Je déteste. Vous dites, mais c'est quoi ce truc? Ouais, c'est ça, je me dis c'est un réseau pour boomers arriérés, col blanc, ça me ressemble pas. Moi, je suis quelqu'un de vachement punchy, fun, etc. Donc, je décide d'en faire le réseau dont j'ai envie, d'être fun, d'être moi-même, d'être authentique. Et de raconter votre histoire. De raconter mon histoire, de partager mes expériences personnelles. J'ai des tatouages, je les montre. Et assez rapidement, à peu près un mois après avoir commencé à créer du contenu écrit, je fais un post sur les tatouages en milieu professionnel où j'explique que pour moi, un candidat doit être jugé uniquement sur les compétences et non sur l'apparence. Et ce post fait plus de 2 millions de vues, plus de 23 000 likes et surtout, il me rapporte plus de 200 propositions d'emploi. Et vous courriez après un CDI, il faut le préciser aujourd'hui. Resituez vos enjeux. Vous avez 45 millions de personnes qui vous voient, c'est ça? Combien d'abonnés? J'ai plus de 64 000 abonnés au moment où on parle. Voilà, 64 000 abonnés, ça va encore grossir après l'émission. Vous dites, moi je veux un CDI au départ. Ouais. Aujourd'hui, vous conseillez, enfin vous écrivez des posts pour des patrons du CAC, on est d'accord? Alors, pas que du CAC, mais j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise complètement sur des thématiques de marque employeur. Ouais. Le conseil important que vous donnez dans votre livre, d'abord, c'est sois toi-même, sois authentique. Ouais. C'est ça que vous dites. C'est ça. Ne mens pas. Et il y a un deuxième sujet que je trouve passionnant, et dont on ne parle jamais, c'est sois généreux. C'est-à-dire LinkedIn, c'est aussi le reflet de l'âme. Si tu es narcisse, ça ne marche pas. C'est exactement comme ça que vous le dites. Totalement. Moi, je suis... vraiment dans la défense du créer son audience avant son produit. C'est-à-dire que tout le monde fait une énorme erreur sur LinkedIn, c'est j'arrive dessus et je crée directement du contenu. Ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas arriver à une soirée et demander directement un service à quelqu'un. Déjà, il faut créer des liens. Ça passe par l'humain, en fait, tout simplement. Donc, quand on commence sur LinkedIn, l'étape numéro 1, bien entendu, c'est d'optimiser son profil. Donc, on optimise sa bannière, son titre, son résumé. On pense son profil comme une page de vente. L'objectif, c'est la conversion, attirer des entreprises qui nous ressemblent. Et après, effectivement, on crée du lien. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux posts des autres. On va commenter pour remercier de la qualité du contenu. On va envoyer des messages privés exactement dans la même démarche. Et ensuite, il va se créer un effet de reconnaissance de biais humain très fort qui va faire que le jour où vous allez créer du contenu, les gens vont se souvenir en fait que vous avez été là pour eux et ils vont vous soutenir à leur tour, comme vous l'avez fait pour eux. L'aspect business, parce que l'entreprise aujourd'hui cherche les réseaux, cherche à toucher une communauté, vous dites, et j'imagine c'est ce que vous dites au patron, vous n'êtes pas ou tu n'es pas suffisamment l'ambassadeur de ta marque. Ça, c'est hyper important. Concrètement, on fait comment? Sans dévoiler les secrets de fabrication, mais on a souvent des patrons qui sont assez déconnectés finalement. Qu'est-ce que vous leur dites? Sois naturel, redeviens ce que tu es, parce que vous échangez avec eux, j'imagine. Bien sûr. T'es pas sur LinkedIn ce que tu me dis là devant moi. C'est ça souvent la déphase. Alors moi, il y a un message que je mets dans mon agenda pour réserver un appel avec moi et qui annonce directement la couleur, c'est pour un produit lancé, vous avez 400 concurrents. Donc, ce qui va faire qu'une entreprise va vous contacter, c'est pas votre produit, c'est vous. C'est vos valeurs, votre vision, votre personnalité. Donc, effectivement, moi, avec mes clients, on a un angle qui est très porté sur le storytelling. Et c'est ça, aujourd'hui, la tendance. C'est l'humain, l'émotion, le partage d'expérience, parler de ses réussites, de ses échecs, surtout quand on est chef d'entreprise. Aujourd'hui, on est sur des grandes thématiques marque employeur et RH, notamment, par exemple, la solitude du dirigeant, comment je gère le télétravail avec mes équipes,
quel genre de management je mets en place, les difficultés. Et c'est sur ces angles-là qu'on va avec mes clients chefs d'entreprise. Mais ce que j'aime chez vous, c'est que l'idée, quand même, vous faites ressortir chez ces personnes une forme d'authenticité et de vérité. Oui, parce que sur LinkedIn, ça sort beaucoup, et vous êtes dessus, évidemment. On voit beaucoup de posts qui nous disent arrêtez de nous envoyer des posts sans intérêt. Enfin, ça vous fait sourire parce que ça passe beaucoup en ce moment. Ouais. Arrêtez, c'est bullshit, c'est de la com. Vous dites authenticité, sincérité, partage, et faites-nous partager vos tripes. C'est ça, en fait, l'idée. Complètement, c'est donner une part de vous-même, en fait. Soyez vous-même, n'essayez pas de vous formater, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Et on veut vraiment cette étincelle, on veut sentir de la vie et du dynamisme dans les posts. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est différent de ce que peut produire ChatGPT, par exemple. Et c'est ce qui fait que mon métier, j'en suis persuadée, ne disparaîtra pas. C'est que les émotions et le vécu et la manière dont on le raconte, c'est ce qui fait justement qu'une personne est unique. Et ça, c'est ce qui fait que c'est fédérateur et qu'on va attirer justement l'attachement d'une audience et une communauté du coup. Avant de nous quitter, reste focus sur tes projets, ne te compare pas aux autres. Ça, c'est des conseils de Dodo. Dodo les bons tuyaux. Dodo les bons tuyaux, parce qu'il y a aussi des petits conseils sympas et des illustrations, parce qu'évidemment, c'est illustré et c'est très sympa. Avant de nous quitter, ça nous prend combien de temps, ça, si on veut s'y mettre, là, si je m'y mets tout de suite? C'est une demi-heure par jour, c'est 3 heures par semaine, c'est quoi le volume si je veux vraiment m'impliquer? Alors déjà, il faut optimiser son profil, c'est la base. Donc ça, sincèrement, si on s'y met correctement, ça prend une journée, pas plus, voire une demi-journée, c'est assez rapide. Sur Canva, on a tous les outils très faciles pour faire sa bannière, par exemple. Ensuite, en termes de rythme, alors déjà, pour créer son audience avant son produit, moi, je préconise de passer minimum 1 mois à commenter les posts des autres et à envoyer des messages privés pour d'abord attirer de l'audience chez soi. Et au bout d'1 mois, le rythme de fréquence de publication que je préconise, pour moi, c'est minimum 2 posts par semaine. Parce que de plus en plus de gens comprennent le potentiel et les enjeux très forts de LinkedIn pour attirer des entreprises qui nous ressemblent et aussi des enjeux de marque employeur, pour être ambassadeur aussi de son entreprise quand on est salarié. Et voilà, pour moi, poster moins de 2 fois par semaine, ça ne permet plus de visibilité aujourd'hui avec la quantité de créateurs qu'il y a. Évidemment, on parle de probabilité, donc plus vous allez publier, plus vous allez être remarquable et plus vous allez être reconnu et donc avoir des opportunités. Donc l'idéal, c'est évidemment 1 post par jour ouvré, donc 5 posts par semaine. Mais voilà, chacun voit midi à sa porte à ce sujet-là. Tous à vos téléphones, comme on disait. Avant, on disait tous à vos cassettes, c'était au XXe siècle. C'est une vieille émission de... Mais là, maintenant, c'est tous à vos téléphones. Merci, Dorit Naon, d'être venue nous faire partager votre énergie et puis aussi votre parcours, qui est absolument original. Et puis les conseils pratiques à découvrir, les conseils de Dodo, les bons tuyaux de Dodo. LinkedIn, booste ta visibilité. Chez Vuibert, il vient de sortir ce livre. Si vous voulez vous immerger, lisez le bouquin de Dorit Naon. Merci de nous avoir rendu visite, puis à bientôt. Merci beaucoup. Je suis persuadé qu'on va se revoir. Ça sera avec grand plaisir. On tourne une page. Les experts de Smart Job, c'est le cercle RH. L'actualité, le projet plein emploi, projet de loi travail, on va en parler évidemment parce que c'est la création de France Travail. On va parler de la pénurie de main-d'œuvre dans le nucléaire parce que c'est vrai que la ministre Pannier-Runacher lance un appel. Puis on parlera des salaires fractionnés. Les salariés, de plus en plus, se payent en fractionnés et anticipent le paiement de fin de mois. C'est un vrai sujet lié à l'inflation. Voilà les thèmes. J'accueille les experts juste après le jingle. Le cercle RH, le cercle des experts pour commenter l'actualité, avec un focus aujourd'hui sur cette loi travail qui va être baptisée et qui est baptisée la loi plein emploi. Conseil des ministres, c'était le 7 juin et elle arrive au Sénat début juillet. Avec un calendrier, parce que c'est ce qui va faire naître évidemment France Travail, et avec un calendrier un petit peu décalé par rapport à ce qui avait été évoqué. Il y a les enjeux autour du RSA, qui est important, et puis l'idée du contrat, du donnant-donnant, qui est un peu la philosophie du texte. On va parler aussi de la pénurie dans le nucléaire. Agnès Pannier-Runacher a lancé un appel pour relancer cette filière et créer de l'emploi. Et puis on parlera aussi des salaires que l'on prend un peu plus tôt que la fin de mois, parce que les fins de mois, comme on dit, sont difficiles.
Mes invités sont là. Olivia Copin, ravie de vous accueillir, fondatrice de Juste Business et l'association et votre mouvement, j'allais presque envie de dire le mouvement Ni Victime, Ni Bourreau. Vous accompagnez, faites des formations sur ce sujet. Merci d'être là. À vos côtés, Alexandre Lamy. Bonjour Alexandre. Bonjour. Avocat en droit social, cabinet R6, cofondateur de Néos et membre de l'Institut Sapiens. Et vous êtes très prolifique. Moins que Sylvain Bersinger, quand même, qui est avec nous. Moins. Chef économiste chez Asterès, parce que vous écrivez par ailleurs, au-delà de vos activités d'économiste, beaucoup. Réédition de, et ça vous étonne qu'on ne trouve plus de profs. J'ai même envie de vous réinviter dans le livre de Smart Job. Vous avez été prof et vous racontez aussi les raisons qui justifient la démotivation d'enseignants, de profs qui démissionnent alors que c'est un très beau métier. La loi plein emploi et France Travail. Je voulais savoir comment vous regardiez le processus d'élaboration de la création de France Travail. Précisons que c'est la fin de Pôle emploi et que France Travail va remplacer Pôle emploi. Je sais que vous suivez ce dossier de près, vous avez remis un certain nombre de rapports, de documents, vous travaillez sur ces questions. Est-ce que le décalage de calendrier, puisque ce n'est pas ça qui avait été évoqué originellement, janvier 2024, et le gouvernement évoque même l'hypothèse qu'on arrive en janvier 2025, c'est quoi? C'est plus long, ça bloque, il y a des freins. Qu'est-ce qui se passe sur ce texte? Moi, je pense que c'est un dossier éminemment complexe parce qu'on touche à la gouvernance du service public de l'emploi pour aller vers plus de territorialité et pour accompagner notamment les allocataires du RSA vers l'emploi. Sachant que une inscription des allocataires à France Travail. L'inscription sera obligatoire. Non, mais c'est important de le dire. Et c'est essentiel. Et ce décalage de calendrier est dommageable parce qu'il y a urgence. On sait que les allocataires du RSA sont peu à aujourd'hui être inscrits à Pôle emploi. Clairement. On a 40%, je crois. Ils estiment que ça ne sert à rien. Oui, 40% d'allocataires du RSA qui sont inscrits à Pôle emploi, alors même que ce sont les plus éloignés de l'emploi. Et on estime, d'après les dernières études de la CNAM de mémoire, qu'il y a environ 2/3 des allocataires du RSA qui sont employables à 6 mois sous condition et 1/3 qui ne sont pas employables du tout. Alors même qu'on sait que les compétences tacites se perdent au bout de 6 mois. Donc il est urgent de mobiliser France Travail pour à la fois coudre ce tissu social, ce tissu associatif, ce tissu économique et ce tissu industriel pour réintégrer les allocataires du RSA vers l'emploi. Alors, l'économiste fait des notes sur notre économie, sur la situation de notre économie, mais ça a une incidence, ce texte Pôle emploi, parce qu'il modifie, il entend remettre des milliers, pour ne pas dire des millions de Français sur le chemin du travail et de la confiance. C'est bon pour l'économie quand même, ce texte. Oui, bien sûr. La France, alors, on a des bons chiffres sur l'emploi depuis à peu près 2 ans, il faut quand même le rappeler. Ça baisse alors, le chômage baisse, mais l'emploi augmente. Et on est sur un taux d'emploi historiquement élevé. Mais si on compare notre taux d'emploi à nos voisins, typiquement l'Allemagne, parce que c'est souvent la comparaison qu'on prend, mais même les pays scandinaves ou autres, on est encore largement en dessous. Donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de Français, si on se compare à ce que pourrait être le marché de l'emploi en France, on a encore une marge de progression assez importante. Et effectivement, on sait qu'en France, par rapport, par exemple, à l'Allemagne, pays germanique, pays scandinave, il y a tout un volet de gens souvent assez peu qualifiés qui sont exclus ou qui s'auto-excluent du marché du travail. Il peut y avoir plusieurs raisons. Oui. Et donc, il y a une marge de progression encore importante à ce niveau-là. Le plein emploi avait été fixé, je me souviens de la présence d'Elisabeth Borne, ici à votre place, Alexandre Lamy, qui avait fixé le plein emploi à 5,5%. De taux de chômage, c'est ça. C'est grosso modo ça. Alors on ne sait pas exactement, mais c'est autour, on dit 5% à peu près. 5%. On n'a pas de chiffre exact, c'est une estimation. Olivia Copin, je vous pose une question à vous et je la pose évidemment à mes autres invités. Il y a un débat sur le RSA, il y a un taux incompressible de personnes dont on sait qu'on ne pourra pas les réinsérer et il y a une partie de ces allocataires dont on se dit que potentiellement, je mets des guillemets, ils sont sauvables, on peut les remettre sur le chemin de l'emploi. Il faut l'accepter ça, ou on se dit après tout, il faut tendre la main à tous les allocataires, c'est-à-dire qui touchent cette allocation et faisant parfois des emplois sans cotisation pour continuer à vivre convenablement et avoir une vie à peu près normale. On accepte cette situation ou pas ? En tout cas, dans le changement de nom, a priori, on ne l'accepte pas, puisque c'est une promesse assez évocatrice. La France qui travaille, ça veut dire que tous les Français doivent revenir à un moment donné à l'emploi. Concernant le RSA, il faut quand même rappeler qu'effectivement, ces personnes-là n'ont pas choisi, évidemment, d'être dans cette situation. Les revenus sont très faibles, on est dans une survie. Mais c'est vrai qu'on a pu le constater, c'est-à-dire que plus elles sont éloignées de l'emploi, plus ce temps-là est sur un temps long, moins elles sont attractives aussi. Et dans le terme de contrat, je pense que c'est ça qui est important. On leur fait signer un contrat.
contrat. C'est surtout que dans un contrat, les obligations, elles sont mutuelles. Oui. C'est le donnant-donnant. C'est-à-dire qu'elles doivent évidemment faire tout ce qui est en leur possible pour revenir sur l'emploi. Mais le plus important, c'est comment on les accompagne. Et on revient sur la formation. Les 15-20 heures. Voilà. Oui. Exactement. Mais vous y souscrivez parce que la gauche, pour le dire très directement, s'est levée en disant mais vous vous rendez compte, c'est de l'emploi déguisé, on va utiliser une main-d'œuvre à bon marché. Le gouvernement répond non, c'est une manière de retrouver un contact, c'est une forme de stage. Vous y souscrivez? C'est indispensable. On sait qu'Olivier a parlé du contrat d'engagement. Le contrat d'engagement, il existe déjà. Mais cependant, il y a seulement 20% des allocataires du RSA qui bénéficient du contrat d'engagement. Il faut que ce soit beaucoup plus large. Et contrairement à ce que vous évoquez, on ne parle pas de travaux d'intérêt généraux. C'est faux. C'est entièrement faux. Ce qui est important, en revanche, c'est de mobiliser tout le tissu social que j'évoquais tout à l'heure, parce que les allocataires de RSA, ce qu'ils nous disent, c'est que les freins périphériques liés aux difficultés socio-professionnelles sont énormes à surmonter. Donc, avant de les réinscrire dans le tissu de l'entreprise, et c'est un coût social, avant de les réinscrire dans le tissu de l'entreprise, il est essentiel de mobiliser le tissu social, le tissu économique et ensuite le tissu de l'entreprise. Et c'est ce à quoi vont servir les 15 heures. Sylvain Bersinger, c'est quand même incroyable. On entend des allocataires qui dérivaient, payés par les départements, qui dérivaient, qui étaient éloignés de tout. Là, il y a une possibilité peut-être de les réamarrer avec 15-20 heures hebdomadaires d'activité régulièrement évoquées par le gouvernement. Donc ça, c'est quasiment acté. Ça va batailler dans l'hémicycle, mais c'est quand même l'idée de remettre en selle quelqu'un. Oui, alors je pense qu'il faut voir ça pas de manière sanction, dans le sens tu es va bosser quoi. T'es un feignant qui veut crocher la société, va bosser. Il faut le voir de manière positive, c'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Les gens qui sont au chômage longtemps ou au RSA longtemps, il y a de la perte de savoir-faire, il y a de la perte de motivation de se lever le matin, il y a de la désociabilisation, parce que c'est ça aussi l'emploi. On n'aime pas se lever le matin, mais c'est aussi aller voir des gens. Il y a des addictions, il y a des sujets aussi périphériques. Il y a tout un tas de sujets, donc je pense que revenir un petit peu dans l'emploi, dans des habitudes, ça veut dire regagner des savoir-être, voire des savoir-faire, et ça veut dire aussi rencontrer des gens, parce que quand on est isolé, c'est beaucoup plus dur de trouver de l'emploi. Si on va faire ces quelques heures, alors 15, 20, je ne sais pas combien, qu'on discute à la pause café avec d'autres personnes, moi j'ai postulé là, tu pourrais faire ça. Voilà, il y a un lien qui se recrée. Et des liens de sociabilité. Voilà. Je pense que c'est une bonne idée, mais il ne faut pas le voir sur un côté punitif, ce serait absurde à mon avis. Basculons sur le nucléaire, parce qu'on reparlera de ce texte quand il sera vraiment au Sénat et que le débat parlementaire aura lieu, en tout cas au Sénat. Rappelons quand même qu'une personne qui ferait une demande allocataire du RSA à la CAF se verrait automatiquement inscrite à Pôle emploi, donc c'est-à-dire réinsérée et normalement, si tout va bien, accompagnée par un collaborateur de France Travail. Le nucléaire, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a eu un vrai débat politique, mais là il n'est plus politique le débat, c'est pas pour ou contre, c'est on va accélérer sur le nucléaire, sauf qu'on n'a pas la main-d'œuvre. Vous en pensez quoi, Olivia? Ça veut dire que c'est des métiers qui font plus rêver? Le nucléaire, Areva, c'était un fleuron de notre économie. Aujourd'hui, la ministre Agnès Pannier-Runacher dit nous, on ne trouve pas, on n'a pas. C'est vrai qu'il y a eu tout un courant politique, avec les mouvements écologistes qui ont quand même pointé du doigt le nucléaire. Donc on voit dans les jeunes générations, les personnes très formées, elles sont peut-être moins à même à se tourner vers ces métiers-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est un secteur où on ne pourra pas recruter de la main-d'œuvre étrangère. On est sur des sujets de défense, des sujets de souveraineté. Non, mais au moment où on parle beaucoup d'écologie, de transition écologique, au même moment, il y a le gouvernement qui dit mais il faut aussi... les jeunes, même ingénieurs qui sortent des grandes écoles, disent aujourd'hui je ne vais pas dans le nucléaire. Mais c'est important de faire de la pédagogie dessus parce que je pense que justement on parle de transition, on ne parle pas de basculement. Donc dans le terme transition, c'est le temps de trouver d'autres énergies. Il faut bien s'occuper de ces énergies-là. Et les centrales nucléaires qui ne sont pas suffisamment prises en charge restent un risque écologique aussi important. Vous en pensez quoi? C'est un débat un peu philo quand même là. Je trouve que ça renvoie à plusieurs choses. Ça renvoie au fait que depuis 2018, l'investissement, l'entrée en formation des salariés chute drastiquement. Je crois qu'on est aux alentours de 17-18% d'une première part. Ça renvoie au fait que notre niveau d'investissement dans les secteurs innovants est à un niveau faible. Et le troisième point, c'est que le poids de notre industrie est trop faible. Ce qui conduit aujourd'hui à faire le constat que la productivité horaire des salariés en France est en chute depuis 2019 à hauteur de 3%. Confirmé par l'économiste? J'espère. Oui. Non, mais il y a un avocat, il y a un économiste, comme ça, on valide les chiffres. Oui, il y a une baisse de la productivité, alors qui aurait plein de causes, qui fait débat entre économistes, mais effectivement, on voit ces chiffres. La Belgique est passée devant nous, les pays du Nord sont passés devant nous. Oui. Donc ça renvoie, cette question du nucléaire renvoie à l'urgence d'investir massivement dans la formation professionnelle pour accompagner le développement de cette industrie.
qui est évidemment essentiel. 100 millions d'euros investis dans la formation et l'innovation, ça c'est ce qui est annoncé. Ouais. Et il y a 100 000 personnes en besoin de recrutement qui manquent dans la filière nucléaire. C'est quand même assez intéressant, c'est-à-dire qu'on veut nous faire rouler vite, mais on n'a personne pour monter sur le vélo. Enfin, excusez-moi de prendre cette expression, mais... Mais en fait, je crois que c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste que le nucléaire, parce qu'en fait, il y a énormément... On parlait de mon livre sur les pénuries de profs, mais en fait, il y a plein de secteurs. Il y a beaucoup de secteurs, alors le nucléaire, bien sûr, mais où, en fait, le principal frein, c'est de trouver des personnes qualifiées. Le principal obstacle pour réindustrialiser la France, on parle beaucoup actuellement de réindustrialisation, c'est pas, à mon avis, c'est pas les charges patronales ou autres, c'est de trouver des ouvriers qualifiés, des ingénieurs, des techniciens en nombre suffisant. Et quand vous regardez les enquêtes sur les difficultés de recrutement, elles ont beaucoup augmenté, elles ne baissent pas. Alors que les enquêtes sur les difficultés d'approvisionnement ont beaucoup baissé. C'est vrai. Les difficultés de recrutement restent élevées. C'est le nucléaire, mais c'est tous les secteurs. En fait. Tous les niveaux de formation concernés, dit la ministre. Ce n'est pas que les bacs plus ingénieurs spécialisés dans le nucléaire. C'est tous les niveaux concernés, c'est-à-dire les techniciens qui sont sur les sites. Comment vous regardez ce sujet ? C'est un débat plutôt lié à la pénurie de main-d'œuvre d'une manière globale, c'est-à-dire le rapport au travail, ou est-ce que c'est encore plus important parce que c'est le nucléaire et qu'il porte en lui l'idée que c'est une énergie d'hier ? Oui, je pense que c'est un vrai sujet d'attractivité, c'est-à-dire, certes, il y a la formation, mais il faut aussi donner envie aux nouvelles générations d'aller sur ces secteurs-là. 2018, ça correspond à la catastrophe qui est aussi au Japon, c'est-à-dire qu'on a des images terribles, terrifiantes, des incidents nucléaires et de l'impact que peut avoir cette énergie-là. Mais je dois constater que, par exemple, l'industrie du pétrole n'a pas de problème de pénurie de main-d'œuvre, et pourtant le nucléaire, oui. Donc je pense que la formation... Total a muté, donc mais Total a aussi muté, a changé de nom. Je pense qu'il y a vraiment, pour le coup, de la com à faire en termes d'attractivité. C'est la narration autour du nucléaire. Parce que former, c'est une chose, mais c'est aussi dire à ces nouvelles générations, venez dans ce secteur-là, parce que il y a aussi des bonnes conditions de travail, des salaires attractifs. Je pense qu'il faut vraiment miser sur l'attractivité de ce métier. C'est pas gagné, mais la formation peut peut-être régler le problème. Je crois de mémoire qu'on doit investir 4 points de PIB. En matière de formation pour atteindre les niveaux requis. Sur le Innovation et technologie, parce que c'est pas que le nucléaire en fait. Mais pour revenir sur le nucléaire, pourtant les éléments de narration, ils sont là. Quand je regardais les dernières études Eurostat, qui je crois sont de la semaine dernière, l'émission de CO2 liée à la consommation énergétique en France a baissé de 4,5%. Oui, j'ai vu ça. Alors, les efforts sont là. On n'est pas encore à la neutralité carbone à horizon 2050, mais vous dites que le nucléaire est un outil d'hier, mais non, c'est un outil de demain. Il est urgent d'investir dans l'énergie décarbonée. Avant de nous quitter, l'économiste que vous êtes et qui travaillait sur ces notes de conjoncture, quand même, l'étude sur le salaire français et les salariés qui veulent être payés à la carte, quand j'ai lu cette information, c'est une information Payfit, donc qui est un site qui permet de pouvoir donner la possibilité aux salariés de prendre leur salaire au 15 du mois, je me suis dit, nous voilà repartis au 19e siècle, au moment où on était tâcheron, c'est-à-dire qu'on était payé à la journée, on attendait sa paye, puis on recevait une enveloppe de la main du contremaître. Enfin, c'est un peu ça, quoi. C'est vrai que historiquement... Vous qui aimez l'histoire. Oui, mais historiquement, les personnes les moins bien qualifiées, les moins bien payées, étaient payées à la journée, c'était journalier. Et le fait d'être payé à la semaine puis au mois a été un combat social. C'était vu comme un progrès social parce que ça donnait une stabilité. On savait que pour le mois... J'avais le mois. J'avais la paye pour tout le mois. Alors que les gens qui étaient journaliers, du jour au lendemain, le soir, on peut leur dire demain, je te reprends pas. Alors, c'est contraire au Code du travail. Je précise que là, ce que dit Payfit, on est d'accord, maître. C'est-à-dire que le Code du travail dit attendez, quand on est en CDI, on est payé au 31 du mois, on est d'accord. Le principe qui est posé dans le Code du travail, qui est obligatoire et qui est d'ordre public, c'est le principe de mensualisation. C'est la même rémunération à échéance mensuelle. Alors, il est une exception qui tient au fait que le salarié peut demander un acompte sous quinzaine. C'est exactement ça, au 15 du mois. Absolument. Mais il ne peut pas être payé à la semaine. Absolument, non. Non. Olivia, ça vous évoque quoi ? Oui, le droit est toujours à la traîne. En général, on légifère pour recouvrir une situation. Voilà. Donc du coup, non, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on revient totalement sur le sujet de la transformation du rapport au travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des profils les plus diplômés. Il y a de plus en plus de profils qui s'orientent vers des métiers de free, par exemple. C'est-à-dire qu'ils font le même métier qu'ils pourraient faire dans l'entreprise. Mais pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de maîtriser sa charge de travail, maîtriser aussi, du coup, comment on va être payé, puis combien. Et donc les rémunérations, enfin la manière dont on est payé. Voilà, donc c'est quand même, ça montre effectivement qu'il y a quand même un mouvement. Après, c'est vrai qu'il y a des métiers dans l'événementiel, par exemple, où vous avez des missions, etc. Donc je peux comprendre que les personnes souhaitent être rémunérées à la mission, mais ça en dit long encore sur les transformations à venir.
Vous en pensez quoi? Parce que là, on bascule sur un autre sujet, mais on n'aura pas le temps de le traiter. C'est non pas la fin du CDI, mais c'est quand même qu'une partie de la jeune génération dit, mais moi, je ne veux plus être dans le rapport au CDI, je veux avoir un rapport au travail totalement flexible, disrupté. C'est ça que ça dit. Et que le Code du travail, aujourd'hui, encapsule de manière très traditionnelle la relation au travail. Oui, alors c'est possible qu'il y ait un peu de ça. On le sent beaucoup, hein, un certain nombre de gens qui veulent être freelance. Alors après, c'est pas toujours aussi rose et certains reviennent. Je me demande si dans l'enquête que vous évoquez, il n'y a pas une inflation aussi. Parce que plus vous payez tôt dans un contexte inflationniste. C'est ça l'enjeu. S'il y a une inflation forte, être payé au début du mois ou à la fin, ça peut faire quand même une petite différence. Alors là, on est sur des niveaux d'inflation à 5% par an, on n'est pas l'Argentine ou autre, mais peut-être que ça joue un petit peu. Pas sur l'alimentation, Sylvain. Oui, en moyenne. Je m'autorise quand on... 5,1% en moyenne, et on est toujours à 15, vous confirmez. Sur l'alimentation, oui. On est resté à 15, vous qui avez les chiffres au plus près. Oui, les derniers chiffres de mai, c'était 15% sur l'alimentation. Donc ça n'a pas beaucoup baissé. Donc vous y voyez aussi un outil anti-inflation, qui permet de quoi c'est quoi la différence entre... on est payé, en fait, quand il y a de l'inflation, le pouvoir d'achat de la monnaie diminue au fil du temps. Donc plus vous avez de l'argent tôt et plus vous dépensez tôt. Ça veut dire aussi qu'on a plus d'argent au début du mois. C'est-à-dire que ça marche pas. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais je dis que ça peut... Non, mais ça explique cette demande. Et le constat que nous faisons, nous, dans les négociations sur les salaires qui sont dans les entreprises, c'est qu'on est beaucoup sur ce terrain-là et beaucoup sur le revenu qui reste disponible à la fin du mois. Et dans une optique d'individualisation. Alors ça passe par la rémunération périphérique, notamment les forfaits mobilité, notamment les chèques emploi-service, mais c'est une question extrêmement prégnante dans l'entreprise, au-delà de l'enjeu d'individualisation forte qui est là aujourd'hui dans son rapport au travail. Un dernier mot, Olivia. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est la flexibilité qui a été imposée par l'entreprise. Et finalement, aujourd'hui, c'est les salariés qui demandent cette flexibilité-là. Par exemple, l'exemple de la vente, vous avez des salariés qui travaillent 30 heures cette semaine, c'est des morceaux, 15 semaines là, voilà, en fonction. 8 heures. Et finalement, aujourd'hui, cette flexibilité, elle est désirée par tous. Merci, c'est un sujet qu'on va continuer à explorer parce que c'est contribué à la révolution du travail. Sylvain Bersinger, merci. Vous êtes économiste chez Asteres. Asteres, je n'ai pas dit de bêtises, c'est pas Astares, c'est Asteres. Vous avez vu, je l'ai dit 3 fois, votre marque. Chef économiste, et ça vous étonne qu'on ne trouve plus de profs. C'est votre histoire, votre parcours aussi d'ancien prof devenu économiste. Et puis je rappelle le livre sur l'eau. Enfin, je ne vais pas citer tous vos livres, la monnaie magique, on ne va pas tous les citer si on n'y arrive pas. Merci à vous, Alexandre Lamy, avocat en droit social, cabinet R6. Néos et membre de l'Institut Sapiens, et merci à Olivia Copin, Juste Business, et Ni Victime ni Bourreau, qui est votre association, et j'allais dire presque votre combat. Oui, aussi. Merci à vous 3. On termine justement avec Fenêtre sur l'emploi, et on va avoir un avocat pour traiter des sujets parfois que l'on traite sous un angle économique ou sociologique. C'est intéressant de s'intéresser là aux enjeux du dialogue social, aux réformes des retraites, mais cette fois-ci sous l'angle juridique. C'est intéressant de voir comment la loi va s'emparer de tout cela. On l'accueille juste après la pause. Fenêtre sur l'emploi. On parle de tous ces sujets du dialogue social, des enjeux du partage de la valeur. On va essayer de l'expertiser à l'aune du droit. C'est intéressant de s'intéresser à ce sujet. Antoine Vivant, merci d'être avec nous. Merci, vous êtes avocat à la Cour, votre cabinet Vivant Avocat, et spécialiste, entre autres, mais un spécialiste du droit du travail. Commençons. Alors, j'ai vu que vous aviez animé une table ronde ou un colloque autour des enjeux RSE et écologie et environnement, parfois un peu délaissés d'ailleurs dans les enjeux RSE. D'abord, le dialogue social, concrètement, il est cassé ce dialogue social à l'aune de ce qu'on a vécu, c'est-à-dire de 5 mois de mouvement social où les syndicats ont dit c'est fini, on ne parle plus, on arrête. Est-ce qu'il est cassé ou est-ce que globalement, cas à cas, il va de fait devoir se poursuivre ? Il n'est pas cassé. Il n'est pas cassé. D'abord, vous avez quand même un ANI qui a été conclu le 11 février sur le partage de la valeur. Donc en pleine période de charivari. Pas signé par la CGT, enfin. Pas signé par la CGT, pas signé par la CGT. Ensuite, vous avez l'ANI sur la transition, le dialogue social et la transition écologique, avril dernier. Donc on ne peut pas dire que le dialogue social est en panne. Et d'ailleurs, je vous invite, et j'invite vos auditeurs à juste prendre connaissance des préambules de ces accords, pour voir comment les partenaires sociaux abordent ces sujets d'actualité, abordent ces sujets complexes, avec le recul
évidemment la connaissance de leur environnement, mais le recul, la conscience. Et même l'expertise, le niveau d'expertise. Ouais. Je peux vous dire que le législateur et le gouvernement devraient s'inspirer davantage de cette sagesse qui les caractérise. Donc déjà, si on parle du dialogue social au niveau interprofessionnel, au niveau des branches, il existe et ils font de belles choses. Justement, excusez-moi Antoine Vivant, mais l'enjeu des retraites, parce que les Français l'ont vu à l'aune de l'actualité des chaînes d'infos, mais ce qui est intéressant, c'est de le voir à travers l'œil d'un avocat. L'étape supplémentaire, la nouvelle étape, c'est les branches maintenant, là, parce qu'on voit bien qu'il y a des SMIC, il y a des branches qui n'ont pas remis les salaires au bon niveau, enfin on le découvre. Sur les retraites, ça sera la même chose, chacun va faire sa sauce. Oui, alors moi je voudrais juste faire un point sur les retraites, pardon, mais juste faire un feedback. Rappelez-vous, la loi de 2008 qui a repoussé l'âge de mise à la retraite à 70 ans. C'était Fillon. Ouais. Rappelez-vous de ça. C'est vrai. Et rappelez-vous que les entreprises sont confrontées à ce sujet-là depuis, de façon, j'allais dire, régulière, récurrente et permanente, mais sont confrontées à ce sujet-là au moins depuis cette période, 2008. 2008, ouais. L'âge de la retraite à 70 ans, la rupture du contrat de travail, la mise à la retraite à 70 ans. Et donc, les problématiques de la gestion de fin de carrière... On est dedans, là. Oui, mais elles existent, elles sont là depuis c'est un vieux longtemps. sujet, en fait. Oui. Donc, on négocie sur ces sujets-là depuis longtemps, mais la difficulté, elle est dans l'innovation. Si on prend le sujet de la retraite, par exemple, un truc qui aurait été intéressant, et peut-être qu'il serait mieux passé. J'en discutais justement hier soir avec le directeur des relations sociales d'Hermès, qui s'appelle Antoine Christo, qui me disait, et j'étais totalement d'accord avec lui, si on avait abordé le sujet de la retraite en réduisant la durée du travail de cette population, en disant, voilà, à partir de maintenant, on passe la durée du travail à 32 heures. Doucement, progressivement. Ouais, là, le senior dit moi je suis d'accord, j'y vais. Potentiellement, il y a une payé au même niveau. Différente. Oui, alors. Et là où on peut être intelligent, c'est on a une loi on a un projet de loi sur le partage de la valeur. Ça laisse des possibilités considérables d'ingénierie sur la structuration de la rémunération, l'organisation du temps de travail, la gestion de la fin en douceur aussi. La gestion de la transition, la fin en douceur, le passage de témoins, parce que... Mais là, l'une des différences... Alors, les DRH n'ont pas découvert le sujet, comme je le disais, avec la crise de cette année. Encore une fois, ça fait un moment qu'ils sont dessus. Le gouvernement n'est pas totalement opposé à l'idée que vous soulevez, parce que comme l'élément a été retoqué par le Conseil Constitue, il va falloir revenir sur le sujet des seniors. Oui, mais ils abordent le sujet au travers d'un CDI qui va devenir obligatoire, qui va être sanctionné. Enfin, encore une fois, on va faire les choses par le biais de la sanction. Bon. Et un peu usine à gaz. Ben oui. Avant de nous quitter, le partage de la valeur, ça c'est un ANI aussi. Le CGT n'a pas signé, on l'évoquait, mais globalement les syndicats disent il faut que les PME, parce que ce n'est pas que les grands groupes du CAC, il faut que les PME partagent la valeur. Vous le soutenez, vous, ce texte? Vous dites sur le plan juridique, ça tient? Ah oui, moi je trouve que c'est intéressant. Je trouve que on a en fait introduit la dérogation, puisque pour faire simple, pour les gens qui nous écoutent, la participation, pour prendre essentiellement cet outil-là, la participation est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. Avec ce projet de loi et la transposition de l'ANI, l'idée c'est de progressivement rendre cet outil obligatoire dans les entreprises de moins de 50 qui ne sont pas dotées des moyens pour pouvoir négocier et mettre en place ce dispositif. Donc on prévoit que les branches pourront négocier des accords qui seront ensuite transposables dans les entreprises. Les fameuses. Voilà, donc l'idée est très très bonne. Mais il y a une nécessité de simplification. Et je pense que quand je disais en début de discussion qu'ils sont empreints d'une très grande sagesse et qu'il y a vraiment lieu de s'inspirer de leurs réflexions, là c'est tout à fait le cas. Ils invitent le gouvernement, l'État, à changer les règles en levant certains freins pour faciliter l'accès à quelque chose qui est important, puisque l'idée c'est d'un complément de rémunération. Il ne s'agit pas de remplacer le salaire par...
les règles de substitution continuent d'exister. L'idée, c'est effectivement un complément de rémunération. Mais il y a vraiment matière à faire des choses super intelligentes en articulant les sujets. Merci Antoine Vivant. Le dialogue social n'est donc pas mort. On vient de l'entendre dans la bouche d'un avocat. C'est important de l'entendre parce qu'on en a beaucoup parlé sur ce plateau. Avocat au barreau de Paris, avocat Vivant, avocat à votre cabinet, spécialiste en droit du travail. C'est un vrai plaisir de partager ce moment. Vous revenez quand vous voulez parce que c'est intéressant d'avoir des avocats qui nous éclairent sur des sujets qui sont parfois un peu disruptés sur le plan médiatique et politique. Merci, c'est la fin de notre émission. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous et évidemment avec mes invités. Je vous retrouve lundi. Je ne serai pas là demain. Je vous retrouve lundi pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Merci à la réalisation. Merci à Romain Luc, que je ne veux pas oublier. Merci à Saïd pour le son et merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis. Et évidemment, merci à vous pour tous vos messages. Bye bye.